merci infiniment pour votre patience. Ça va être compliqué parce que quand je vais parler, je vais enlever mon casque pour ne pas avoir l'écho. Et quand je vais t'écouter, François, je vais le remettre. Donc ça va être un exercice bien sport. Le but, en effet, comme ça a été dit rapidement dans l'introduction, c'est de croiser des regards d'abord intergénérationnels entre François Dupuis, qui ne connaît pas François, qui est le pape du management et surtout d'une approche des transformations par les sciences humaines extraordinairement précieuse dans le contexte actuel. Et mon humble personne, donc fondatrice de The Gotham Project, où on accompagne les problématiques humaines des dirigeants, justement en faisant appel aux sciences humaines, donc avec une approche en termes de sociologie des organisations et empreinte de bon sens. Je crois que c'est ce qui nous réunit, François, toi et moi, le bon sens. Et pour parler de la transformation des organisations dans le contexte actuel, on a choisi ensemble quelques mots à égrener et à l'occasion desquels on souhaiterait croiser nos regards et nos expertises. Des mots qui, nous le pensons, François et moi, sont au cœur aujourd'hui des défis humains des organisations qui sont mises sous contrainte de manière absolument inouïe par la pandémie. Le premier mot peut-être, et je te laisserai la parole François, c'est le mot fraternité qui interpelle considérablement, je pense, nos auditeurs. Pourquoi fraternité et entreprise dans le contexte pandémique que l'on connaît? Alors, si on regarde ce qui vient de se passer, et ce qui est d'ailleurs toujours en train de se passer dans la crise Covid, il y a quand même une chose que nous avons étudiée, et pour que tout le monde sache, comment dirais-je, à partir de quoi je parle, nous venons de terminer avec deux de mes collègues une étude qui a pris 500 entretiens auprès de 9 organisations ayant accepté de se joindre à ce programme. Et alors, si tu me poses le mot fraternité, moi j'ai envie de répondre ceci. À 2 niveaux, cette crise a renforcé des liens. Et des liens qu'on n'attendait pas. Alors, je vais prendre des premiers liens, puisque une des entreprises pour lesquelles nous avons travaillé nous a demandé de faire une étude spécifique sur le confinement. La première chose, c'est que le confinement, contrairement d'ailleurs à ce que la presse avait raconté avant d'avoir observé quoi que ce soit, le confinement a rapproché, a resserré les liens familiaux. Et c'est très intéressant, il a resserré les liens familiaux, à la fois dans la famille nucléique, comme on dit, c'est-à-dire le père, la mère et les enfants. Tout le monde s'est mis à faire des choses ensemble. On a un bon exemple qui amuse tout le monde. C'est en France, la cuisine familiale est extrêmement genrée. C'est les femmes qui font la cuisine généralement en France. Dans cette période-là, tout le monde s'est mis à faire la cuisine. De la même façon, ce que l'on a vu apparaître, c'est le resserrement des liens dans la famille élargie. C'est-à-dire des gens, des membres de la famille auxquels on ne parlait pas beaucoup, on s'est mis à leur parler à travers des groupes WhatsApp qui ont été créés à cet effet, donc ça a resserré les liens. Et puis si maintenant on va vers le monde du travail, je voudrais noter 2 choses dans le monde du travail. D'abord, on y reviendra sans doute après, il ne faut pas se faire d'illusions, cette crise, elle a été gérée par l'encadrement de proximité. C'est l'encadrement de proximité qui a assuré la continuation de l'activité au quotidien et qui d'ailleurs en même temps a eu pour mission de s'occuper du bien-être des gens, ce qui n'était pas facile parce qu'ils ont eu à gérer à la fois l'activité et d'autre part le confinement. Eh bien, les liens entre cet encadrement de proximité et d'autre part les équipes qu'il avait à gérer, que ce soit en présentiel ou en distanciel, se sont là aussi resserrés. Et puis le deuxième point que je voulais dire sur le travail, sur la fraternité, n'est pas forcément un point extraordinairement positif. Ce que l'on a vu se produire, c'est un phénomène d'exclusion, sur lequel on pourra aussi revenir, qui est que même si les entreprises ont mis à la disposition de leurs salariés des modes de communication, comme par exemple Zoom, sur lequel nous nous trouvons, que ce soit Zoom, que ça Slack, que ce soit Teams, ça n'a aucune importance, et souvent en interdisant de passer par d'autres liens. Et ce que l'on a constaté dans les études que nous avons faites et dans toutes les organisations que nous avions dans notre échantillon, c'est qu'en fait les salariés ont reconstitué en catimini des groupes en utilisant des modalités de communication prohibées, par exemple WhatsApp. Et le problème que ça a posé, c'est que ces gens qui ont recréé ces groupes WhatsApp, au lieu de les créer sur une logique purement et simplement de groupe de travail, ont en fait constitué des collectifs affinitaires. C'est-à-dire qu'ils ont mis
dans les groupes qu'il constituait des gens dont il jugeait qu'ils seraient utiles pour la continuation de leur travail, ou plus simplement des gens avec lesquels il s'entendait bien. Ce qui veut dire que ça a resserré les liens entre ces gens-là, mais en même temps, ça en a exclu d'autres. Donc, on ne peut pas avoir de vision naïve sur le fait que finalement, la fraternité, c'est ce qui a dominé dans tous les cas dans la période actuelle. Peut-être pour rebondir donc, sur les propos qui viennent d'être tenus par François et apporter un éclairage complémentaire sur ce mot fraternité qui est le premier que nous avons choisi. Nous, au sein de The Boson Project, à la faveur du premier confinement, nous avons lancé une grande étude auprès des travailleurs français, donc là, pas dans une entreprise donnée, mais dans tous les secteurs d'activité, en leur posant la question de ce qui leur manquait le plus. Et de manière à la fois triviale et étrange, ça dépend des personnes qui ont lu l'étude, ce qui manquait le plus aux travailleurs français, c'est l'autre. Et en effet, en fait, on s'est aperçu que finalement, dans le monde d'avant, puisque c'est comme ça qu'on parle aujourd'hui, dans le monde d'avant, on était quand même dans un univers où, à l'intérieur des organisations, le sujet de la formalisation des raisons d'être, des injonctions au bonheur pour les collaborateurs dominait quand même les entreprises qui se posent des questions sur les thématiques humaines. Mais que finalement, dans un univers extrêmement contraint, dans le contexte de la pandémie, on remet de l'ordre dans les priorités, on remet l'urgence sur les fondamentaux, et à la base de la pyramide de Maslow, ce qui manque le plus, c'est l'autre, c'est-à-dire l'entreprise comme lieu qui génère du lien, comme lieu de cohésion sociale, donc comme lieu facilitant, favorisant ou devant favoriser encore davantage demain cet idéal de fraternité. Et que finalement, c'était plus important ça, quand on posait la question à ces travailleurs, qu'est-ce qui vous donne envie de vous engager aujourd'hui? Qu'est-ce qui vous donne l'énergie de vous mettre face à un écran et de vous poser un certain nombre de questions et de continuer à s'engager alors qu'il n'y a pas le management présentéiste qui vous observe et qui dit que quand même, il faut qu'on se bouge un petit peu. Finalement, voilà, ce supplément d'âme, et donc ce qui manquait le plus, c'était l'autre. Alors, j'ai cherché une petite définition de la fraternité pour pouvoir la distinguer de la solidarité, ça me semble important. La fraternité, c'est la solidarité spécifique à ceux qui croient aux mêmes valeurs et qui s'engagent dans un même combat. C'est un concept révolutionnaire, un sursaut de défense, de survie. C'est l'œuvre d'une sensibilité commune qui œuvre elle-même en retour. Et c'est vrai que c'était important pour moi de partager le fait qu'aujourd'hui, dans le contexte exceptionnel que nous vivons et qui restera dans les annales, dans l'histoire des organisations, il y a vraiment un lien entre entreprise et fraternité, et que plus que s'engager à sauver le monde, la planète, les ours polaires, d'abord et avant tout, ce que veut dire qu'il ne faut pas faire le premier élément, mais d'abord et avant tout, il faut que les organisations, les dirigeants, les actionnaires mettent l'emphase sur cet enjeu de fraternité qui n'est pas un enjeu de solidarité, puisque la solidarité, c'est une acception purement compassionnelle. On est statique quand on s'engage. Quand on est dans la fraternité, on est dans le mouvement autour de valeurs qui sont communes. Donc ça, c'est le premier point. Et le deuxième point, pour faire écho aux propos de François, c'est que sur le versant un peu négatif de ce que génère ce mot, oui, il y a l'enjeu il y a le défi de la tribalisation qu'on observe, qui est induit par les réseaux sociaux, par les outils digitaux, où finalement on va choisir de s'associer avec certaines personnes et donc pas avec d'autres. Et ce phénomène-là de polarisation, on le retrouve également au niveau des organisations. Si on prend du recul par rapport à ce sujet, on voit bien que dans le contexte actuel, il y a deux typologies d'entreprises. Il y a des entreprises qui sont en train de se dire « Ok, on est sous très forte contrainte, donc il faut absolument préserver au maximum le résultat et on va tout couper. » Et donc, on revient sur une vision très aride du capitalisme et de la raison d'être des organisations. Et puis, il y a d'autres entreprises qui, soumises aux mêmes contraintes, dans le même secteur d'activité, font des choix exactement inverses, en se disant, puisqu'on est soumis à des injonctions et à des difficultés absolument inédites, on va investir considérablement dans l'excellence humaine, dans cet enjeu de fraternité, de lien, de cohésion sociale. Ça passe par le management, ça passe par l'immobilier tertiaire, parce qu'on est intimement convaincu que c'est un des leviers permettant une performance durable,
indépendamment des crises qui vont se suivre et qui ne se ressembleront pas, mais qui se suivront, c'est inéluctable. Donc on voit également une polarisation des organisations. Voilà peut-être pour conclure sur ce premier mot. Le deuxième mot, et je te laisserai également la main François, le deuxième mot qu'on a choisi de partager ensemble pour qualifier l'époque, c'est le mot piège. Alors, j'aurais bien aimé rajouter un mot sur ce que tu viens de dire, Emmanuel, mais bon, sur le mot piège, c'est vrai, on peut dire que dans la période actuelle, il y a eu finalement des catégories qui ont été des catégories qui ont eu beaucoup de mal à exister. Et pour elles, cette période-là, pour reprendre le mot que tu viens d'utiliser, a effectivement été un piège. Et je voudrais insister sur une de ces catégories, qui est la catégorie de l'encadrement intermédiaire. Alors, quand on parle des organisations, l'encadrement intermédiaire, on va le situer, c'est celui qui se situe entre effectivement la direction de l'organisation et d'autre part ce que j'ai appelé tout à l'heure l'encadrement de proximité. De ce point de vue-là, dans les études que nous avons menées, on peut dire que cet encadrement intermédiaire a disparu du jeu. C'est-à-dire que, si j'ai posé tout à l'heure la question, qui a géré la crise? La crise a été gérée à deux niveaux, en une espèce de face-à-face singulier, entre d'une part les dirigeants qui étaient chargés d'appliquer les consignes gouvernementales et qui par ailleurs ont fait tout ce qu'ils pouvaient pour trouver tous les instruments de protection des salariés, et d'autre part l'encadrement de proximité qui a assuré, comme je l'ai dit, la continuité de l'activité. Et on reviendra d'ailleurs tout à l'heure, Emmanuel, sur le mot, je suppose. Nous, il y a une catégorie que nous avons vu disparaître dans nos études, c'est la catégorie de l'encadrement intermédiaire. Et d'ailleurs, je dirais même, en la traduisant par un mot qui a disparu du vocabulaire pendant la crise, c'est le mot de leader. Et les fameux leaders que la littérature consacre, développe, le leadership, etc. Pendant la crise, ça, on n'en a pas entendu parler. Cela, je ne sais pas où ils sont passés. Je suppose qu'ils vont ressortir puisqu'ils font partie de, comment dirais-je, de ce que j'appelle, même si mon vocabulaire est exagéré, le blabla managérial, mais ils vont ressortir à un moment donné. Mais là, ils ont disparu pendant cette période-là. Puis je dirais que cette période a été un piège formidable pour une deuxième catégorie dans les entreprises, qui sont les fonctions support-siège. Alors, moi je m'excuse, hein, je parle des choses extrêmement concrètes que nous avons vues dans notre étude. Alors, qu'est-ce que je veux dire quand je dis que les fonctions support-siège ont été piégées? Pourquoi? Eh bien, parce que ces fonctions support-siège, ce sont celles qui sont les principales émettrices des normes, des règles, des procédures, des process que l'on est chargé d'appliquer tous les jours dans le travail quotidien. Je sais que je me suis, moi, assez élevé dans ce que j'ai écrit contre ce genre de choses, mais c'est ainsi. Or, pour que l'encadrement de proximité dont j'ai parlé tout à l'heure puisse assumer sa double mission de continuation de l'activité et de se préoccuper des gens et des populations supposées fragiles, il n'a pu le faire qu'en contournant toutes les règles qui avaient été établies et en contournant de ce qui venait de ces fonctions support-siège. Donc, ce qui a été une des caractéristiques de cette période, que moi je considère comme une caractéristique extrêmement positive, c'est l'apparition de la désobéissance organisationnelle, non pas parce que les gens ne sont pas gentils, mais simplement parce que pour faire ce qu'on attendait d'eux, ils ne pouvaient pas le faire en suivant les normes que d'autres situés ailleurs avaient émises. Et pour terminer, je dirais, c'est très intéressant parce que on a vu se développer deux types de stratégies là aussi. Hein. Tu faisais référence tout à l'heure, Emmanuel, à deux réactions possibles ou deux stratégies possibles. On a vu dans des entreprises des fonctions support-siège qui, affolées par l'enjeu, par la gravité de l'événement dans lequel l'entreprise se trouvait plongée, s'est mis à émettre encore plus de procédures, encore plus de règles, encore plus de process, etc., ce qui, par effet induit, a renforcé la nécessité de toujours plus de désobéissance organisationnelle, etc., pardon, pour que les choses puissent continuer à fonctionner.
Et puis, de notre côté, on a vu des fonctions support qui ont compris, qui ne sont pas tombées dans le piège, qui ont compris que finalement, si jamais elles cherchaient à faire respecter tout ce qu'elles avaient émis, et si en plus elles cherchaient à en émettre encore supplémentaires, alors dans ce cas-là, par rapport aux opérationnels, et en particulier aux opérationnels de terrain, puisqu'il ne faut pas non plus parler que du télétravail, par rapport aux opérationnels de terrain, elles se seraient positionnées comme des contraintes et elles y auraient à terme beaucoup perdu par rapport à la crédibilité que pouvait être la leur. Et ce que je voudrais dire pour l'entreprise de demain, puisque c'est quand même aussi un des sujets, cher Emmanuel, qui est plus important pour toi que pour moi, vu notre différence de génération, puisque c'est quand même le thème, eh bien pour l'entreprise de demain, s'il y a une question que je sens, et je veux dire parce que quand j'en parlais avec les dirigeants, ils se la posent, ils me la posent, etc., c'est est-ce que, comme on a constaté que les choses fonctionnaient tout aussi bien sans ce que moi j'appelle le fatras bureaucratique, est-ce qu'on est obligé de revenir à cette situation antérieure ou est-ce que l'on peut continuer à fonctionner à ce moment-là avec, on peut appeler ça du mot générique, on pourra le préciser après, beaucoup plus de confiance et par conséquent en évitant toutes ces règles bureaucratiques, etc., etc., ce qui d'ailleurs va poser une question de savoir comment on stoppe la machine bureaucratique, puisqu'on sait très bien que si on conserve la capacité humaine à la bureaucratie de produire quelque chose, elle trouvera toujours quelque chose à produire pour justifier de son existence. Ah, je t'entends pas, Emmanuel. Nous non plus. C'est bon? Donc, pour rebondir sur tes propos, François, donc tu as évoqué trois pièges. Le premier sur lequel on va revenir, la disparition des leaders. Le second, l'apparition de la désobéissance organisée. Et le troisième, qui est connexe au deuxième, la survie sans le fatras bureaucratique, pardon. Et donc, quels enseignements pour l'entreprise demain? Je voudrais en rajouter deux autres. Des raccourcis que l'on observe, nous, les Bosons, au chevet des organisations. Le premier, c'est finalement de se dire que la pandémie, elle interpelle quand même profondément le sens de nos vies et le sens du travail, puisque que l'on soit col blanc, col bleu, au chômage partiel ou en activité chez soi ou à l'usine, en fait, là, globalement, en regardant le monde tel qu'il va, on ne peut s'empêcher de se poser la question du sens du travail, du sens de l'engagement au travail de manière générale. Les entreprises, évidemment, ont capturé cette interpellation qui était préexistante à la pandémie, mais qui est décuplée par le phénomène de crise que nous vivons. Et nous, on observe une tentation au sein de l'entreprise qui consisterait à se dire, OK, crise de sens géante, vite, 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 engageons-nous. Vite, 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 plus que jamais, proclamons des engagements, histoire de donner un petit peu de grain à moudre, de bout de sens à un corps social, à des parties prenantes qui sont à bout de souffle par rapport à ce sujet. Et je crois que c'est un danger, c'est un piège, parce que le véritable défi au sortir de la crise sera moins l'engagement que l'alignement. Et que c'est aujourd'hui ce qui est véritablement attendu par des collaborateurs qui sont exigeants, où qu'ils soient, quels qu'ils soient. C'est moins d'avoir des grandes déclarations sur les transformations à mener que d'être en capacité de faire ce qu'on appelle dans l'armée un rétex, un retour d'expérience sur ce qui a fonctionné, ce qui n'a pas fonctionné, et se dire également qu'on va mettre en cohérence les faits et les actes, l'externe et l'interne, la relation aux parties prenantes tout au long de la chaîne de valeur, donc le client et le collaborateur. Et ça, c'est pas tout à fait la même chose. Probablement beaucoup plus facile de s'engager d'un point de vue prise de parole que business model et modèle social, expérience collaborateur et expérience consommateur, parce que derrière l'alignement, il y a la notion de renoncement que l'on voit poindre. Je pense que chacun a entendu la polémique qui a suivi les annonces de Danone, notamment sur le fait de se séparer une partie du corps social, et puis la question des journalistes, mais comment peut-on être une entreprise aussi engagée et aujourd'hui, alors que 2019 a été une année fantastique pour Danone, se séparer d'une partie importante du corps social. Là, on est dans le cœur du réacteur des défis et des paradoxes
que la crise met au cœur de la table, en disant finalement, est-ce que l'engagement contraint, et il contraint probablement par l'alignement qui lui implique des renoncements. Ça, c'est le premier sujet que je voulais partager. Le deuxième sujet que je voulais partager pour rejoindre les propos de François sur la notion de management intermédiaire, ce que l'on a observé, c'est une transformation très rapide entre les deux périodes de confinement. Premier confinement, en effet, on parlait des populations sur le front, et les populations sur le front, c'était pas simplement le personnel hospitalier, le personnel militaire, etc. C'était aussi les hommes et les femmes, les caissières, dans les magasins pour le retail qui restaient ouverts en click and collect, qui assuraient la survie de l'activité, avec ce principe sacro-saint dans lequel on croit très fort chez les Bosons, et je crois que ça fait aussi partie de la religion de François, la subsidiarité. Des entreprises qui ont extraordinairement tiré leur épingle du jeu à la faveur de la crise, parce que pendant des années, elles ont inoculé à l'intérieur de leur culture, de leur système de gouvernance, de leur organisation, cette capacité à réagir très vite en bottom-up et à lâcher prise quand c'était nécessaire pour que la prise de décision se fasse au plus près du terrain. Là, on ne parlait pas de l'encadrement intermédiaire, puisque finalement, dans l'urgence, ces entreprises-là ont laissé faire les collaborateurs tout au bout de la chaîne de valeur, qui ont pris leurs responsabilités, qui ont permis à des entreprises très impactées par le confinement de tirer leur épingle du jeu par rapport à d'autres qui n'avaient pas inoculer cette culture de la subsidiarité. Par rapport au deuxième confinement, les choses sont un peu différentes. Nous, on observe que le management intermédiaire aujourd'hui devient vital. Pour la simple et bonne raison que les hommes et les femmes sur le front, au bout de la chaîne de valeur, sont épuisés, ils sont fatigués, ils se sont abîmés, et que là, il devient très, très, très difficile de trouver des motivations, de trouver du sens, de faire des pas de côté depuis mars, puisque les organismes et les mindsets sont éprouvés. Aujourd'hui, c'est bien la deuxième ligne, c'est-à-dire le management intermédiaire, l'encadrement, qui est en train de jouer le rôle de lien invisible de corps sociaux à bout de souffle. Et donc, si on pouvait se dire dans un raccourci intellectuel chic, la crise, c'est l'occasion de se séparer des managers de managers qui ne servent à rien, aujourd'hui, on voit au contraire que quand les managers de managers ont compris toute l'importance de la mission managériale, alors ils deviennent absolument essentiels et indispensables dans le contexte qui est le nôtre, puisque la crise dure et que ce sont eux qui sont désormais sur le front pour tenir un corps social à géométrie variable qui commence à se fatiguer et donc à se désengager. Voilà deux raccourcis nous qu'on a observés avec voilà peut-être en tirant le fil de ces macro-sujets un peu de subtilité ou en tout cas un peu de travail à mener pour aller au-delà des premières impressions que nous pourrions avoir. Et justement, il y a un piège dont on a beaucoup parlé avec François et sur lequel on voulait revenir, donc on voulait l'extraire de ce mot pour en faire un mot à part entière, c'est le mot du télétravail. Avant de revenir sur le sujet de leadership, François, est-ce qu'on peut parler justement de ce que tu as observé sur cette thématique du télétravail qui s'est massifiée en France au sein de beaucoup d'entreprises ? Et avec grand plaisir, Emmanuel, puis je te remercie vraiment beaucoup de l'avoir extrait parce que c'est quelque chose de très important. Alors, sur le télétravail, moi je l'ai déjà abordé en partie à travers un ou deux points, mais je voudrais souligner trois choses et je vais vous expliquer pourquoi je fais ce choix de souligner trois points. Parce que j'ai écouté tout ce qui se disait à la radio, à la télévision, dans les médias sur le télétravail, et j'ai trouvé qu'il se disait beaucoup de platitudes dites par des gens qui n'avaient rien étudié, mais qui faisaient part simplement de leurs sentiments. Or, moi, mon point, c'est pas le sentiment, c'est la connaissance. Et la connaissance et le sentiment, c'est pas la même chose. Donc, je voudrais souligner trois points qui me sont apparus importants dans le télétravail et que je n'ai entendu nulle part. Le premier, j'ai déjà abordé à 50%. C'est que le télétravail, à ses débuts, je dis bien à ses débuts, la situation n'est plus la même aujourd'hui, a généré des exclus. Alors, j'ai tout à l'heure abordé la question des exclus, qui ont été les exclus des collectifs affinitaires. Et vous avez bien compris que j'oppose collectif affinitaire à collectif de travail. Et donc, la question se pose de savoir comment vont se retrouver ensuite ces deux collectifs qui ne sont pas les mêmes, avec ceux qui sont restés ensemble,
affinitaires. Et d'ailleurs, il faut bien voir aussi, quand on creuse un peu, les collectifs affinitaires se sont constitués souvent autour de ceux qui avaient la meilleure maîtrise des outils technologiques et qui pouvaient aider les autres. Et puis d'autre part, ceux qui ont été exclus de ces collectifs affinitaires. Mais il y a eu un deuxième mécanisme d'exclusion qui d'ailleurs dans l'ordre même de gestion de la crise s'est manifesté en tout premier, c'est l'exclusion par la technologie. C'est-à-dire que aucune des entreprises, sur 9, aucune des entreprises que nous n'avons, organisations, parce que ce n'étaient pas toutes des entreprises que nous avons étudiées, n'avait, on va dire comme ça, une bande passante suffisamment large pour pouvoir connecter tous ceux qui avaient besoin d'être connectés pour continuer à travailler. Donc, comment elles s'en sont sorties? Elles s'en sont sorties par définition en faisant des choix, en choisissant qui allait être connecté et qui ne serait pas connecté. Alors, il faut quand même se rendre compte que pour élargir la bande passante, ça a pris à peu près 3 semaines aux entreprises, ce qui veut dire que pendant 3 semaines, il y a des gens qui n'ont pas été connectés, des gens qui n'ont pas travaillé, ce qui a amené de leur part des interrogations sur le sens de leur travail. C'est-à-dire, à quoi je sers? Puisque finalement, on peut se passer de moi pour continuer l'activité. Et ce que je voudrais noter, c'est que ces gens qui ont été les plus exclus par la technologie, qui se sont les plus interrogés sur leur utilité, ont été par la suite les plus réticents à revenir en travail présentiel. C'était la réponse du berger à la bergère. Deuxième question que je voudrais aborder, et là-dessus, j'ai entendu bien des bêtises, il faut le dire. Savoir à quelles entreprises le télétravail n'a pas posé trop de problèmes et à quelles entreprises le télétravail a posé trop de problèmes. Alors, la réponse qu'on donne, ça n'a pas posé de problème à celles qui étaient préparées depuis longtemps au télétravail et ça a posé des problèmes à celles qui n'étaient pas préparées. Donc, ça, c'est une réponse vraiment triviale. Ça n'est pas comme ça que ça s'est passé. Ce que l'on peut dire, en allant assez vite, parce que nous n'avons pas trop de temps, c'est que le télétravail n'a pas posé de problèmes trop importants à ce que moi j'appelle les bureaucraties classiques, c'est-à-dire ces organisations dans lesquelles la gestion par la règle est une tradition, la planification des réunions est quelque chose de bien établi, les événements sont prévus à l'avance, il y a peu de choses qui se font spontanément, on est sur plutôt du ritualisé, plutôt du permanent, plutôt du récurrent, plutôt du reproductible. Dans ce type d'organisation, s'organiser en télétravail pour continuer ce mode-là n'a pas posé de problème. Au contraire, si vous prenez les organisations que moi j'appelle les organisations souples, caractéristiques, ce seraient les services financiers, par exemple, pour le dire ainsi. Dans ces organisations-là, eh bien, on est habitué à gérer on the spot les problèmes qui se posent. Il y a un client qui demande quelque chose, il faut tout de suite réunir une équipe, celle qui est dans les couloirs, celle qui est disponible au moment où on est là pour répondre aux clients. Il faut se mettre à travailler ensemble sans l'avoir prévu. Il faut être capable d'appeler quelqu'un. Il faut être capable d'aller tout de suite chez le client, etc., etc. Bref, c'est la souplesse, la spontanéité et la non-prévision qui caractérisent ces organisations. Eh bien, pour elles, le télétravail a constitué une véritable régression de ces modes de fonctionnement souples, puisque ça les a amenés à se tourner vers plus de prévisibilité, plus de planification des activités. Elles ont donc perdu beaucoup dans leur souplesse initiale qui faisait pourtant leur force sur le marché. Ça, c'est le deuxième point que je voulais souligner. Et puis, je voudrais souligner un troisième, mais je l'ai déjà fait, donc je vais aller vite. C'est, vous voyez, j'ai déjà parlé tout à l'heure de l'encadrement intermédiaire. Tu as dit quelque chose, Emmanuel, qui est très, très, très vrai, et je voudrais revenir sur ce que tu as dit. Tu as dit que cet encadrement intermédiaire, il est épuisé. Eh bien, je crois que tu as tout à fait raison. Et d'ailleurs, dans toutes les entreprises dans lesquelles nous avons travaillé, nous leur avons dit, si vous avez une crainte de problèmes psychosociaux, c'est vers cette catégorie que vous devez regarder. Parce qu'elle a énormément souffert. Alors, elle a énormément souffert pour des raisons, et c'est très intéressant ce que tu disais, Emmanuel, tout à l'heure, quand tu as parlé du retour en scène de l'encadrement intermédiaire, qui effectivement reprend de l'importance parce qu'ils sont épuisés. Enfin, pendant toute la première phase, comme je l'ai expliqué tout à l'heure, ils ont vraiment géré les opérations, et je le répète, ils ont géré les opérations
de deux types. On leur a fait la demande implicite ou explicite, car quelquefois ça a été implicite, c'est-à-dire occupez-vous de l'activité et occupez-vous des gens. S'occuper des gens, ça voulait dire regarder les populations fragiles, regarder les populations isolées, prenez de leurs nouvelles, et de ce qui a d'ailleurs donné parfois un certain nombre de dérives intrusives qui ont été relativement mal supportées par les personnes qui en étaient l'objet. Enfin, ça s'est à peu près calmé. Et puis, peut-être en conclusion, sur le télétravail, vaudrait-il la peine d'ajouter quelque chose, puisque nous sommes sur un débat de génération, même si nous sommes d'accord sur beaucoup de choses, c'est de dire ah, mais quelles sont les catégories qui ont été les plus défavorables au télétravail? D'abord, je voudrais noter que les salariés ont été quand même plus raisonnables que les entreprises, hein, puisque comme vous l'avez vu au début, là en mars-avril, il y a des entreprises qui se sont précipitées en disant ah, tout en télétravail, on y met tout, en espérant faire des économies d'immobilier, etc. Les salariés n'ont jamais été d'accord pour passer totalement en télétravail. Et donc, les salariés ont toujours dit l'idéal, c'est 2 plus 3 ou 3 plus 2 selon l'entreprise. Mais là-dessus, il y a une homogénéité dans la demande qui est tout à fait remarquable. Il y a une catégorie qui est encore plus réticente que toutes les autres vers le télétravail et que nous, on a retrouvé, c'est pareil partout, c'est les jeunes. Alors, oui, la next generation qui a été relativement défavorable au télétravail. Alors, bien entendu, tout le monde s'est précipité en disant c'est un paradoxe. C'est vraiment incompréhensible parce que ces jeunes, ils savent beaucoup mieux que les vieux se servir de tous les instruments technologiques. Donc, passer des jeux vidéo au télétravail, ça doit être quelque chose de tout à fait facile. Mais c'était pas ça la question. La question, c'est que les jeunes qui débutent dans le travail ont compris, et c'est très important pour l'avenir, que l'on n'apprend pas son métier par le télétravail. On apprend son métier par le contact avec les autres, en les regardant faire, en observant comment ils résolvent les problèmes, en discutant avec eux, et ça exige du présentiel. Et ça explique bien que ces nouveaux entrants sur le marché du travail ont regardé avec beaucoup de circonspection le développement. Et puisque toi, Emmanuel, tu étudies ce qui se passe sur la deuxième phase, alors que moi, je suis juste en train de terminer de débriefer auprès des entreprises ce qui s'est passé pendant la première, ce serait intéressant de regarder quelle est à nouveau la position des plus jeunes par rapport à cette question au moment où le gouvernement a rendu le télétravail quasi obligatoire. C'est-à-dire là, il n'y a pas beaucoup de choix sur les décisions qui ont été prises par les autorités politiques. Alors justement, mon cher François, c'est exactement ce qu'on s'apprête à faire, puisqu'on veut mener la même étude que pendant le confinement 1 auprès des jeunes générations, pour venir valider ou invalider les premières intuitions. Pour ajouter des éléments sur ce que tu viens de partager, sur les éléments qui touchent le télétravail, et là encore essayer de battre en brèche un certain nombre de poncifs. Moi, je voudrais appeler un chat, et tu l'as esquissé, mais je vais y aller franco, c'est aussi l'apanage de la jeunesse. Je parlerai carrément d'hypocrisie sur un certain nombre de sujets qui touchent au télétravail. Le premier, en effet, tu as parlé des jeunes et moi, j'ai parlé des dirigeants. C'est-à-dire que quand on pose la question de l'appétence au télétravail, les jeunes générations n'y souscrivent pas parce que c'est pas comme ça qu'on apprend, et surtout parce que entreprise et collectif, entreprise et altérité, fraternité, cohésion, c'est là qu'ils vont puiser le sens, c'est là qu'ils vont se ressourcer, donc le sens et la connaissance. Mais l'autre population qu'il est intéressant d'observer, c'est la population des dirigeants, et nous on a eu la chance d'accompagner pas mal de dirigeants dans le contexte actuel qui nous ont dit non mais le télétravail pour les autres c'est pas bien, mais pour moi c'est super. Et là, on voit une fracture qui est intéressante dans certaines entreprises où finalement, avec toutes les facilités qu'offre le télétravail quand on a la possibilité d'avoir un bureau, des conditions agréables, et en tant que dirigeant, qu'on passe sa vie dans des réunions parfois inutiles, là, en fait, on a une capacité à prendre du recul sur son agenda et davantage en maîtrise, on est plus efficace, on a du temps qui se libère également au-delà des obligations présentielles, des temps de transport, pour se consacrer à des sujets de fond. Et donc, moi, j'ai eu des discussions très sincères de dirigeants qui me soutenaient mordicus que vraiment
leurs collaborateurs, le télétravail, ça leur plaît pas du tout. Il faut absolument que tout le monde rentre rapidement au bercail. Mais que eux, par contre, ils ont carrément déménagé de Paris parce qu'ils travaillent beaucoup mieux à distance. Donc ça, c'est aussi un élément qu'il est important d'avoir en tête. C'est que sur ce sujet, le télétravail, finalement, on ne peut pas avoir une approche égalitariste de la situation. C'est mon deuxième point. Nous, ce qu'on a observé, c'est finalement des politiques de télétravail qui s'appliquent de manière uniforme à 10 000, 50 000 ou 100 000 personnes, alors qu'on parle là de populations qui sont tout à fait différentes les unes des autres. Et je pense qu'un véritable défi dans la mise en place de ces politiques, c'est vraiment de réussir à avoir un niveau de granularité suffisamment précis et humaniste dans la récolte du besoin pour faire en sorte que le télétravail soit au service de la performance et pas l'inverse. Troisième élément, et tu l'as évoqué François, je veux juste rajouter un chiffre, c'est Talleyrand qui disait tout ce qui est excessif est insignifiant, et en l'occurrence, en effet, il y a des travaux des neuroscientifiques qui montrent que du télétravail à outrance est contre-productif, donc il abîme la performance et il abîme l'engagement à partir de plus de 2 jours par semaine. Donc là, c'est même pas une histoire de desiderata portée par les collaborateurs, c'est une approche scientifique portée par des professionnels du cerveau. L'autre élément, enfin, que je voulais partager, c'est que le télétravail, c'est finalement le petit bout de la lorgnette, parce que quand on tire le fil du télétravail, et il faut vraiment pas se méprendre sur l'ampleur de la tâche, c'est l'intégralité de la transformation managériale qui vient avec. Le sujet du télétravail n'est pas une problématique de moyens. Comment est-ce qu'on rend accessibles les outils à chacun? Ça, en effet, c'est un must-have, mais ça n'est pas le cœur du sujet. Le cœur du sujet, c'est comment est-ce qu'on permet à l'intérieur d'une organisation un management par la confiance d'abord et le contrôle après. Comment est-ce qu'on va plus loin dans la transparence de l'information qui est absolument indispensable au travail à distance. Comment est-ce qu'on outille les managers intermédiaires, les managers de proximité pour qu'ils sachent prendre soin à distance, pour qu'ils sachent reconnaître à distance, travail qui est beaucoup plus complexe, chronophage, qui est beaucoup plus demandant pour les personnes dans ce qu'elles sont, plus que les professionnels qu'ils sont. L'homme ou la femme qui reconnaît, fait un travail perso, donne un petit bout de lui quand on est à distance. C'est du temps, c'est des tapes sur l'épaule, etc. Qu'on peut pas faire quand on est, qu'on ne peut pas faire quand on est à distance. Et puis, le dernier sujet que je voulais évoquer par rapport à cette thématique du télétravail, c'est que là aussi, il ne faut pas, à mon sens, sous-estimer le gros défi que nous allons avoir au sortir du confinement, de réconciliation à l'intérieur des organisations. Et ce terme n'est pas le mien, c'est un terme qui a été prononcé à plusieurs reprises par nos interlocuteurs niveau COMEX, de boîtes de plus de 100 000 personnes. Eux voient poindre un sujet de réconciliation d'un corps social qui, à l'image de la société française, s'est disloqué entre les fragiles et les robustes, les plus âgés et les plus jeunes, les cols blancs et les cols bleus, ceux qui se sont sentis essentiels et ceux qui ont été non essentiels. Et là, il y a un défi qui n'est pas un défi RH, qui n'est pas un défi managérial, qui est un défi humain, qui est absolument colossal, qui est assez peu au cœur des préoccupations des entreprises, concentrées sur autre chose, mais il faut pas se planter. Si on rate la réconciliation au sortir du confinement, c'est des points de désengagement et donc un manque en termes de performance qui va être absolument astronomique. Le dernier mot, peut-être que nous pouvons évoquer ensemble, mon cher François, c'est le mot leader. Nous avions aussi le mot connaissance, cher Emmanuel. Nous avions raison, mais on me souffle dans l'oreillette que nous sommes un petit peu en retard. Donc, si on peut gratter du temps et faire les deux, j'en serais ravie. Mais je te fais une proposition, Emmanuel, je te fais une proposition. Tu connais ma réserve sur le mot leader et leadership. Je te propose de commencer toi la première, parce que comme ça, tu apporteras l'adhésion. Et puis moi, ensuite, je conclurai sur le mot leader en disant pourquoi c'est un mot qui me gêne. Alors, juste pour vous couper 2 minutes, Emmanuel et François, il y a beaucoup de questions. Donc, ce serait génial de pouvoir finir par les questions juste après cette notion de leader. Merci à vous.
Parfait. Alors, sur la thématique du leadership, et puis du coup, François, tu pourras faire du 2 en 1 leader connaissance, comme ça donnera encore plus envie à nos spectateurs de poser des questions. Oui, sur la thématique du leadership, alors pour le coup, moi, c'est un mot enfin, c'est pas que je l'aime beaucoup, mais c'est que profondément, je crois en fait au leadership et je crois au pouvoir de quelques hommes d'avoir un impact très important et d'emporter la différence, d'emporter la transformation. C'est la raison pour laquelle voilà, cette thématique, plus que du leadership, du commandement pour la réserviste militaire que je suis, me semble absolument cruciale. Et du coup, la question à laquelle j'avais envie de répondre, c'est quel chef dans le contexte qui est le nôtre, qu'est-ce qui est attendu et qu'est-ce qui est en train de se dessiner. Alors, trois mots pour essayer de qualifier le socle de leadership de celles et ceux qui pourront aider les organisations à se reconstruire et à tirer leur épingle du jeu de la période extraordinairement douloureuse que nous sommes en train de vivre. Le premier, c'est le courage. Et en fait, c'est un mot qu'on prononçait assez peu dans l'entreprise. Et je crois qu'on avait oublié que la première responsabilité d'un chef, c'est de prendre des décisions dans un monde d'incertitude. C'est de trancher. C'est même quand il ne sait pas et qu'il n'a pas pu border l'intégralité des risques associés, parce que c'est absolument impossible dans le contexte actuel, ce sont des hommes et des femmes qui n'ont pas peur de mettre des décisions à côté de leurs convictions et qui, parce qu'ils sont en capacité d'avoir le courage de trancher aujourd'hui, sont suivis et génèrent de l'engagement. Et moi, je crois vraiment que s'il y a un truc positif aujourd'hui, en creux, c'est que on est en train de réassocier au mot chef le mot courage. Et je dis bien au mot chef plus qu'au mot leader, parce que je crois qu'en France, on avait ces dernières années presque un problème à prononcer le mot chef, El Capo. Donc on disait leader parce que qui dit leader dit un truc un petit peu plus soft, au contour un peu moins défini, et on est tous un peu leader d'une certaine manière. Là, je trouve que l'époque, elle permet de rappeler un chat, voilà, d'appeler un chat, et de se dire qu'en effet, on a besoin de chefs qui décident, qui sont dans le lâcher prise quand il le faut, qui sont dans la décision quand il le faut et qui ont le courage de leurs convictions. D'ailleurs, on dit dans la Marine nationale que les leaders de temps de paix, ce ne sont pas les chefs de temps de guerre. Et je crois que là, voilà, on s'est rappelé à ce bon sens. Deuxième sujet, c'est la propension au tragique. Tragique au sens de la tragédie grecque, qui dénonce la démesure de l'homme, son hubris, son arrogance aussi. Derrière cette propension au tragique, il y a pour moi une compétence de commandement de base qui est la capacité à imaginer et à anticiper le pire. C'est ce qu'on appelle dans l'armée les canons conformes. Et sachez d'ailleurs que les militaires travaillent sur des problématiques de pandémie depuis très très longtemps et donc n'ont absolument pas été désarçonnés par ce qu'il s'est passé. En l'occurrence, ce que je mets derrière le tragique, c'est cette capacité d'être un stratège, à faire de la planification, de l'anticipation. Et je crois là aussi qu'on avait considérablement oublié dans l'entreprise que l'acte de leadership, l'acte de commandement, c'est un acte de stratégie. Et le dernier point, et je sais qu'il va te plaire, François, c'est que je crois, et ça c'est ce qu'on a récupéré des attentes des collaborateurs, c'est le contexte actuel qui est extraordinairement anxiogène, morose, voire pire pour certaines populations très impactées, appelle à la fantaisie. La fantaisie comme une capacité de se saisir du réel et d'injecter de la joie dans les corps sociaux que sont les entreprises, dans les communautés humaines que sont les entreprises. Et je crois là aussi qu'il y a une responsabilité des dirigeants à se dire, OK, c'est la catastrophe, c'est anxiogène, c'est terrible, mais à l'intérieur de l'épopée humaine de ma boîte, j'ai la responsabilité, par exemplarité, d'essayer d'induire, d'injecter un peu de joie, un peu de fantaisie. Voilà ce que je voulais partager sur le leadership. Alors moi, je vais être beaucoup plus bref, Emmanuel. En plus, je n'ai pas ta capacité de débit. Ça aussi, c'est les différences d'âge. Mais ce que je voudrais dire, c'est ce qui, moi, me pose problème dans le mot leader, qui me pose problème. C'est que ça fait partie de tout ce mouvement, le leadership, qui consiste à rejeter vers les individus la responsabilité de ce qui se passe à un niveau organisationnel et collectif. Et d'un certain point de vue, parce qu'on ne sait pas maîtriser le collectif, parce que c'est trop complexe,
on se retourne alors vers l'individu et puis vers une capacité qu'il aurait. Tu as parlé du courage, tu as parlé du chef, tu as parlé du commandement, etc. Cette capacité qu'il aurait à mobiliser les gens. Et enfin, s'il réussit à mobiliser les gens, s'il réussit à résoudre les problèmes, eh bien, dans ce cas-là, on n'a pas besoin d'investir dans la connaissance du collectif. Or, moi, ce que je voudrais dire, c'est que autant le mot leader me pose ce genre de problème, mais c'est une tendance générale. Si tu regardes, par exemple, le développement du coaching, ça va dans le même sens que ce qui se passe au niveau du leader. Mais en revanche, moi, ce que je connais très bien, c'est le sens du mot management, et qui me paraît beaucoup plus concret, beaucoup plus opérationnel. Le management, ça consiste à obtenir des gens qui fassent ce que l'on souhaiterait qu'ils fassent, ce que tu appelles le commandant, d'un certain point de vue, hein, voilà. Et la question, obtenir des gens qui fassent ce que l'on souhaiterait qu'ils fassent, ça veut dire comment je fais pour l'obtenir. Eh bien, je ne pourrai l'obtenir que si j'investis dans la connaissance, c'est-à-dire si je comprends pourquoi les gens font ce qu'ils font, qu'est-ce qui les amène à se comporter comme ça, et à partir du moment où j'aurai compris pourquoi les gens font ce qu'ils font, j'aurai sans doute pu repérer des leviers qui vont me permettre, c'est les éléments de leur contexte, qui vont me permettre, en effet, d'infléchir leur comportement. Donc, de ce point de vue-là, c'est pas, moi, ce que j'appelle un problème de leadership, ce que j'appelle, c'est un problème de constitution de la connaissance et de capacité à investir dans la connaissance pour être capable d'infléchir le comportement des acteurs. Et une organisation étant faite de l'ensemble de ce que font les acteurs de cette organisation, alors à ce moment-là, si on infléchit le comportement des acteurs, on change les organisations sans en passer par cette espèce de messianisme qu'il y a parfois derrière ce concept de leader. Merci beaucoup François pour cette conclusion. Pour terminer, comme on a pris beaucoup de retard, je vais vous poser une seule question qui a été posée par Julie Guégan et qui s'adressait à une intervention d'Emmanuel en particulier. Donc, comment mieux accompagner cet encadrement intermédiaire dont vous avez parlé, Emmanuel, pour qu'il joue son rôle d'accompagnement et d'engagement. Et s'il n'en est pas capable, car lui-même épuisé ou simplement pas intéressé, quels sont les conseils pour les fonctions RH ? Je pense que c'est une question à laquelle on peut répondre tous les deux, hein, parce que c'est le métier de François et le mien. Moi, je pense qu'il y a rien de mieux déjà que d'arrêter le temps pour cette population et d'écouter les hommes et les femmes pour de vrai, pour leur permettre de s'exprimer. Ça peut paraître complètement trivial, mais je pense que ce sont des populations en effet qui sont très fatiguées et qu'on ne prend jamais le temps d'écouter en one-to-one. C'est ce qu'on appelle des entretiens exploratoires semi-directifs où on a la possibilité de dire ce que l'on pense, de raconter ses souffrances, de projeter des idées. Et voilà, en fait, ça, c'est déjà un engagement en temps qui est très important pour l'entreprise parce que le temps, c'est de l'argent, a fortiori dans le contexte qui est le nôtre. Donc ça, c'est le premier sujet. Puis le deuxième, c'est d'outiller ces managers. C'est une fois qu'on a compris, François a parlé de la connaissance et ça me semble indispensable. Là, on est en train de partager des solutions, enfin des enjeux qui sont transversaux. On parle en transversalité des problématiques, mais chaque entreprise a sa propre histoire, ses propres stigmates, sa propre physionomie de son corps social, des populations qui ne se ressemblent pas. Donc, il faut avoir une connaissance extrêmement précise à l'instant T des forces et des faiblesses en présence, des fragilités. Il me semble indispensable d'apporter des outils concrets à ceux dont ont besoin ces hommes et ces femmes. Et c'est ce que je partageais. Moi, je crois que l'exercice managérial à distance ou un mix distanciel-présentiel, c'est absolument pas la même chose que le management traditionnel en France avec le manager au cœur du plateau ou le manager dans son bureau. C'est beaucoup plus chronophage. Reconnaître à distance, ça n'est pas reconnaître en présentiel. Les sujets de transparence de l'information sont absolument cruciaux. Et là-dessus, il y a des formations, il y a des agoras à faire entre pairs pour que les managers de l'entreprise et d'autres entreprises puissent échanger sans œil de Moscou qui viennent les juger, parce que la pratique managériale est particulièrement ardue dans le contexte actuel. Donc voilà, pour moi, de toute façon, là, l'enjeu, c'est le bon sens, c'est le care, la capacité à prendre soin. Et prendre soin, ça commence déjà par écouter pour de vrai.
Merci Emmanuel. François, est-ce que vous voulez rajouter quelque chose sur cette question? Là, je vais rajouter quelque chose, mais qui va être une conclusion qui n'a rien à voir avec la question, qui va être très rapide, puisque nous sommes dans le Next Generation Summit, je voudrais dire quelque chose. Vous voyez, j'ai entendu plusieurs fois, oui, je vais dire les choses, hein, Emmanuel et moi, nous avons 40 ans de différence. Donc, nous avons 2 générations de différence avec Emmanuel. Et j'ai souvent entendu dans la période actuelle, avec le confinement, tout ça, dire c'est dur d'avoir 20 ans dans cette période. Et en même temps, vous avez tous observé que Daniel Cordier est mort. Daniel Cordier est le secrétaire de Jean Moulin, qui a rejoint Jean Moulin quand il avait lui-même 20 ans. Donc, on pourrait dire a priori, qu'est-ce qu'ils ont ces jeunes à se plaindre? Parce que entre ce qu'a vécu Daniel Cordier aux côtés de Jean Moulin et ceux qui vivent aujourd'hui avec le confinement et plus pouvoir faire la fête, quand même, il ne faut pas exagérer. Eh bien non, moi j'ai pas envie de dire ça. Et j'ai pas envie de dire ça pour la raison suivante. C'est que, étant typiquement un baby-boomer, j'ai vécu ce qu'on a appelé les 30 glorieuses. Ayant vécu ce qu'on a appelé les 30 glorieuses, des gens bien vécus, je dois dire, je crois que le problème des générations actuelles, ce n'est pas spécialement le problème du confinement. C'est que entre ce qu'on a pu bénéficier dans la période qui s'appelle les 30 glorieuses et la situation dans laquelle cette jeunesse se trouve aujourd'hui, c'est pas le confinement, on est dans 2 mondes qui sont 2 mondes tout à fait différents. Et bien, la seule chose que moi je pourrais espérer, c'est que ce que j'ai vécu, et dont d'ailleurs je leur fais payer pour partie le prix, il faut bien le dire, ils soient capables, eux, de reconstruire un monde qui ne soit pas l'équivalent des 30 glorieuses, mais dans lesquels on soit aussi heureux qu'on a pu l'être dans cette période. Merci François, merci Emmanuel, merci à tous pour votre attention et on se retrouve dans les